Bonjour. Philippe, vous êtes directeur général du courtier en ligne CAFPI. En ligne et en agence également, oui. Et en agence aussi également, tout à fait. À votre droite, Gilles Ricourt de Bourgie, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la chambre FNIM Paris-Île-de-France. Tout à fait. Et votre voisin de droite, Alain Monteau, bonjour. Bonjour Yann. Vous êtes co-dirigeant du groupe David Immobilier. Vous êtes positionné sur l'ouest parisien, le nord de Paris, dites-moi. L'ouest parisien et particulièrement la rive droite, où nous ouvrons notre 10e point de vente le mois prochain. Très bien. Alors une première question concernant les chiffres. On entend des prix un petit peu affolants sur Paris et sa région. On entend entre 6 680 € le mètre carré selon les notaires, c'est une moyenne, jusqu'à 7 000 € selon le baromètre de meilleursagents.com. Désolé de citer un concurrent, Philippe. Est-ce que ces moyennes, est-ce que ces chiffres ont une réelle signification? Je vais peut-être vous passer la parole, Gilles Ricourt de Bourgie. Alors là, vous abordez un vrai grand débat. Moi, je crois que ce qui est le plus intéressant quand on parle de chiffres, c'est le nombre de transactions. Parce que ça, c'est un indicateur d'abord complètement objectif qui reflète l'activité réelle et l'intérêt qu'ont les concitoyens pour l'investissement dans l'immobilier. Donc, si vous voulez parler chiffres, on peut déjà dire que on était à 590 000 ventes dans l'ancien en France en 2009 et en 2010 on va être vraisemblablement autour de 650 000 ventes. Donc ce qu'on peut dire, c'est que l'activité dans l'immobilier est repartie. Quant aux chiffres, alors là je pense que ça fera l'objet d'échanges entre nous, mais les prix dans Paris et en banlieue, quand on parle de moyenne, si vous voulez, je pense qu'il faut qu'on arrive à parler maintenant de chiffres beaucoup plus précis. Parce que dans Paris Intramuros, par exemple, je peux vous dire qu'on trouve encore des biens à vendre à 5 000 € et on en trouve aussi à 20 000 € du mètre. Donc les moyennes n'ont plus grand intérêt à l'heure actuelle. D'accord. Alain Monteau, qu'est-ce que vous constatez sur votre secteur? Néanmoins, les prix continuent de grimper sur Paris. Alors en effet, les prix grimpent en ce moment simplement parce qu'il y a une reprise du dynamisme de ce marché et un nombre de biens à vendre qui reste rare. C'est-à-dire qu'il a fallu, au cours de la dernière année, de l'année 2010, récupérer des acquéreurs qui n'avaient pas trouvé de biens à acquérir, qui se sont additionnés aux acquéreurs qui arrivaient nouvellement sur ce marché, et tout ça a donné une tension sur les prix. En effet, le nombre de ventes a repris. On a eu une augmentation de près de 32%, de plus de 32% du volume des ventes sur le deuxième trimestre. C'était vraiment bloqué en fait, non? C'était bloqué avec un volume par trimestre de 6 500 sur Paris Intramuros et on est passé au-delà de 8 000, 8 200, ce qui est nettement plus confortable et plus réaliste, mais on est encore en dessous des moyennes de volume de vente qui ont l'habitude d'être sur Paris depuis une dizaine d'années. On est en dessous encore d'à peu près 19%, pour être précis. Quant au prix moyen à la vente, en effet, il y a une telle disparité dans les prix à Paris Intramuros, ne serait-ce que dans un seul arrondissement ou dans un quartier. La moyenne du prix augmentant aujourd'hui est plutôt lié à ce déséquilibre d'offres et de demandes, mais ne constitue pas une vraie fièvre du marché immobilier, qui reste un marché de placement, de bons pères de famille, pour lequel on peut avoir en effet des biens toujours à des prix très intéressants sur Paris, moins de 6 000 € ou 5 000 € ça peut arriver, et des biens qui sont très chers forcément, car dans des emplacements numéro 1 et dans des états incroyablement parfait. D'accord. Jérôme Bost, chez ERA, Paris-Île-de-France, vous constatez ce déblocage du marché? Alors tout d'abord, moi je suis un très mauvais analyste. Je ne vais pas vous faire des statistiques dans tous les sens sur les prix au mètre carré, parce que déjà il faudrait que j'en fasse sur la France entière, sinon certaines de mes agences ne seraient pas contentes si je ne parle pas d'eux. Nous, ce qu'on peut constater, c'est que l'enveloppe moyenne d'achat, elle a augmenté.
Alors, ça ne veut pas forcément dire que les studios ont augmenté ou que les 2 pièces ont augmenté. Ça veut dire simplement que peut-être des biens de 70, 80, 90, 100 mètres carrés qui ne se vendaient plus sur les dernières années se sont de nouveau vendus. Alors, ça a artificiellement monté le prix moyen. Mais c'est l'enveloppe d'achat, c'est pas le prix moyen de chaque bien. Parce que si on regarde ça, on peut se dire qu'en ce moment sur Paris, enfin nous ce qu'on a constaté dans le réseau ERA sur l'année 2010 par rapport à l'année dernière, c'est que l'enveloppe moyenne elle est 12% au-dessus. Je suis pas sûr que tous les produits aient augmenté de 12% à Paris, hein, très honnêtement. Il y a des studios qui ont augmenté, il y a des 4 pièces qui ont baissé. Encore une fois, il faut regarder quartier par quartier. Nous, ce que l'on constate en matière de chiffres, c'est que sur le réseau ERA, on a une augmentation du nombre de transactions. Je vais élargir un petit peu, nous, à la France entière, parce qu'il n'y a peut-être pas que des gens de Paris qui sont ici. On a une augmentation du nombre de transactions qui avoisine les 14% sur la France entière. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les chiffres pour le réseau ERA. D'accord. Philippe Taboret, alors des prix néanmoins quand même sur Paris-Île-de-France qui continuent de grimper, quoi qu'il en soit, même s'il y a une bataille de chiffres. Est-ce que du coup les gens ont un accès au crédit plus facile ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines? Alors, compte tenu des prix dont on vient de parler, il faut considérer l'achat sur Paris comme étant un achat difficilement primo. On peut difficilement financer la totalité du prix d'achat quand on est à 5, 6, 7, 8 000 euros du mètre carré, c'est compliqué. C'est quoi le profil en fait des clients qui achètent sur Paris? Il y a plusieurs marchés, alors là je laisserai plutôt parler les spécialistes, j'en suis pas spécifiquement du marché de l'immobilier, moi je fais le financement, mais il y a d'abord le marché de luxe, le marché de haut de gamme, alors celui-là est complètement à part, il y a quand même un certain volume de vente qui se fait sur cette activité, mais la clientèle est souvent étrangère, là on a un prix de marché, si vous voulez, qui est hors norme. Il est de plus en plus lissé, d'ailleurs, sur l'étranger. On a un marché londonien, new-yorkais, et tout se lisse un petit peu, puisqu'on va acheter, on va investir sur des places fortes. On va capitaliser sur un marché qui, quoi qu'il arrive, continuera de progresser. Et puis, il y a l'accession. L'accession à propriété, c'est plutôt un marché de revente, puisque grâce à la revente, on peut se permettre, donc avec un apport, à nouveau d'acheter un peu plus grand ou ailleurs, hein, dans Paris. Et c'est un peu le problème qui a été soulevé, c'est que à ce niveau-là, tout est un peu coincé. C'est coincé parce que le marché de la revente, dans une situation un peu économique, même si les chiffres ont repris, il pourrait être bien au-delà, hein, ça a été souligné, simplement parce qu'aujourd'hui on hésite à revendre. On hésite énormément à revendre parce qu'on ne sait pas de quoi est fait le lendemain. Il n'y a plus d'aide, en tout cas toutes les aides pour les déjà propriétaires vont disparaître. Il y avait encore la déduction des intérêts d'emprunt. Et tout ça fait qu'on a un peu un marché qui est figé. Et on ne peut pas avoir de dynamisme et donc de mise en concurrence des prix et puis une stabilisation de ces prix. C'est effectivement un marché figé. Mais néanmoins, le nouveau prêt à taux zéro, le PTZ+, qui entrera en vigueur à partir de janvier prochain, peut quand même être un réel levier. Qu'en pensez-vous ? J'ai du mal à l'imaginer pour Paris, puisqu'il est surtout réservé aux clientèles les plus fragiles, on va dire, en tout cas ceux qui ont les moins de revenus, puisque ce nouveau PTZ va être amorti sur des très longues durées, jusqu'à 30 ans, mais pour des critères de revenus bas. Donc les emprunteurs ayant des bons revenus vont moins bénéficier de ce PTZ, compte tenu qu'il sera amorti sur des courtes durées. Donc l'endettement sera difficile à faire passer. Enfin, tout ça on va voir, hein, tout ça n'est pas encore parfaitement défini, et nous-mêmes, nous ne contrôlons pas tous les aspects, on fait plein de simulations, mais ça nous semble être surtout destiné à la clientèle plutôt sociale. D'accord. Gilles Ricourt de Bourgie sur ce PTZ+. Oui, en complément quand même, ce qu'on peut dire, c'est qu'en 2009, il y a eu 210 000 PTZ qui ont été signés en France. Sur les 210 000, il y a eu 70% qui ont été consacrés à l'investissement ancien. Donc ça, c'est déjà pour dire que l'immobilier ancien est très concerné par le PTZ. Et sur ce chiffre-là, la moitié a été consacrée à des investissements en zone tendue, c'est-à-dire zone A et B. Et effectivement, mon voisin a raison sur le Paris intramuros, mais sur l'Île-de-France, le PTZ a une très très grande importance. D'accord. Alors peut-être que ce qui peut intéresser notre public, ce sont éventuellement les belles opportunités encore à saisir. Alors vous en parliez, voilà, l'un et l'autre, et puis Jérôme Boss également, des idées, des pistes sur Paris, Île-de-France. Alors des pistes sur Paris intramuros, qui est le cœur de l'action du groupe David Immobilier, en particulier sur la rive droite. C'est la zone que je connais. Il y a dans tous les arrondissements
des quartiers en devenir. Je peux citer autour de Montmartre, par exemple, dans le 18e arrondissement, le quartier Custine Ramet, qui est particulièrement authentique et avec ses marchés où vont flâner ceux qui travaillent dans les bureaux à côté à l'heure de la pause pour vivre en fait un peu comme les habitants du quartier. Ça c'est un exemple, et nous avons à l'intérieur de ces quartiers encore des appartements qui, quand ils sont à rénover, peuvent permettre à leur acquéreur de faire un bon investissement qui plus tard aura une vraie valeur ajoutée. D'accord. Gilles Ricourt de Bourgie, on en parlait hier, il y a encore des choses qui sont accessibles dans Paris Intramuros. Ah oui, moi je trouve que c'est vraiment le rôle d'un agent immobilier que justement d'apporter un éclairage très très précis à la clientèle. C'est vrai que bon, on sait que dans les quartiers historiques, 5e, 6e, il y a des choses magnifiques, et c'est ce qui fait la force de notre ville, et tant mieux. Mais par contre, oui, le 18e, il y a des vraies opportunités, et on peut même aller dans des coins autour de la Goutte d'Or où on a des très très beaux immeubles, avec des rues un peu plus à l'abri du bruit, des petites rues avec des petites copropriétés où il y aura des investissements effectivement en termes de rénovation des parties communes, mais pour autant, vous avez des petits 2 pièces à 5 000 € du mètre. Et de la même façon, si vous décentrez un petit peu plus, parce que le 18e, ce qui est intéressant, c'est qu'on est au cœur de Paris, mais si vous vous décentrez et que vous allez plus vers le 19e arrondissement, par exemple, et bien là, c'est un quartier qui est complètement magnifique, qui est déjà rénové. On ne dit pas c'est un futur projet de rénovation, c'est complètement rénové avec l'axe autour du canal de l'Ourcq qui va jusqu'au parc de la Villette. Donc les cafés, les restaurants s'installent, il y a beaucoup de jeunes qui ont migré, je dirais, des rives du canal Saint-Martin vers le canal de l'Ourcq, donc ça a emmené complètement ce quartier vers le haut. Et là encore, si on n'a pas vu sur le canal, parce que là ça commence à devenir très cher, mais si on est sur des rues avoisinantes, eh ben on est encore sur des prix qui tournent autour de 6 000 € du mètre. Donc il faut y aller, il faut investir et arrêter de dire que Paris est réservé uniquement aux riches. On n'en est pas encore là. Ouais, écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle. Jérôme Bost, je me suis laissé entendre dire que vous étiez très dynamique chez ERA, notamment au niveau du 19e arrondissement. Oui, hier on avait sur ce plateau un de nos agents immobiliers qui justement parlait de son marché. Oui. Moi je voudrais revenir sur un point de vue plus général, où la majorité des Français qui sont ici et des gens qui vont acheter un bien immobilier vont acheter un bien pour se loger. Pour loger leur famille. Vous parlez tout à l'heure de bons pères de famille. Donc je ne pense pas que les gens qui sont ici et qui cherchent un appartement, pour la grande majorité d'entre eux, cherchent à investir. Ce qu'ils veulent, c'est loger leur famille. Donc c'est d'avoir un produit qui correspond à leurs attentes et leurs besoins par rapport au budget qu'ils peuvent mettre en face. À partir du moment où ils trouvent ce bien, les gens ne vont pas penser à le revendre demain matin. Parce que la majorité des gens disent « j'achète le bien ». Je le lèguerai à mes enfants, je vais le garder pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans. Assez peu de gens viennent acheter un bien pour les 3, 4, 5 années à venir, et ils se projettent déjà pour leurs futurs besoins. Je prends l'exemple de quelqu'un qui aurait un enfant, un nouveau-né, va commencer déjà à réfléchir où est le collège, où est le lycée. Alors, à tort, il pense ça parce qu'en France, on change de logement tous les 7 ans. Donc quelqu'un qui a un enfant en bas âge, il faut simplement qu'il pense au primaire, ça suffira. Donc je pense que les gens ne vont pas forcément imaginer un investissement et une rentabilité. Il faut vraiment se caler là-dessus, parce que les gens achètent ou vendent en France par rapport à des besoins. Dans le marché qu'on vient de traverser aujourd'hui, je ne crois pas que c'est mes confrères qui vont me contredire, les ventes d'envie, ils ont un peu disparu. Je veux vendre parce que j'ai envie d'un 3 pièces. Oui, moi aussi j'ai envie d'une pièce de plus, mais malheureusement, on a eu quelques soucis à se faire financer il y a quelques temps. Donc quand on avait une vente d'envie, on mettait notre envie dans votre poche et on se disait, attends, je suis bien chez moi, je vais continuer de payer mon crédit, puis je vais rester là un petit peu. Ce qui fait que tout ça a peut-être bloqué une tranche de marché. Alors si on prend Paris comme exemple, entre 0 et 500 000 €, les biens se vendent régulièrement. Et puis après, il y a une tranche un peu plus difficile, qui est la tranche 500 000 à 1 million, où là, c'est un peu plus dur, parce que ce sont des cadres supérieurs qui
qui n'ont pas forcément acheté un logement depuis 5, 6, 7 ans, qui n'ont pas encore assez amorti, et puis où leur rapport, même s'ils le revendent, ne va pas leur permettre d'acheter un bien à 700, 800, 900 000, là c'est un peu plus bloqué. Et puis après, il y a un autre budget qui dépasse le million d'euros, où là c'est les gens qui n'ont plus les mêmes